Salut YouTube! Une petite vidéo comme d'habitude, un peu différente des autres. Une petite vidéo pour détailler ce qu'est l'acrylamide, d'où il vient, où on en trouve, pourquoi c'est préoccupant, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à alerter les consommateurs que nous sommes, mais aussi les industriels, et ce qu'on peut faire pour en réduire sa consommation. Cette vidéo se base sur des études les plus récentes réalisées par des organismes certifiés qui étudient les dangers que peuvent représenter certains produits comme l'acrylamide dans notre alimentation. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, ou pas. Mais il existe des plaquettes officielles d'information sur l'acrylamide et une réglementation européenne, heureusement. Déjà, s'il y a une réglementation, c'est que l'on considère qu'il y a des risques. Et surtout, les expositions à long terme ne sont pas encore connues. La vigilance reste donc de rigueur, principe de précaution oblige. Je vous invite également à cliquer sur mon profil pour regarder mon autre vidéo sur les habitudes alimentaires des Français. Je mets les liens les plus importants des études sous la vidéo. Alimentaire, mon cher Watson. On trouve en fait l'acrylamide dans les produits de tous les jours, comme les biscuits, les frites, croquettes et pommes de terre rôties, les céréales du petit déjeuner, les chips, le pain ou encore le café, et succédané de café, les biscuits apéritifs salés et les pains grillés. Que les aliments soient préparés à la maison ou dans les restaurants, les restaurations rapides ou par l'industrie alimentaire. Une réglementation est devenue obligatoire pour confiner les risques de dérive industrielle, réglementation pas toujours respectée, comme vous pouvez vous en douter. C'est pour cela que tout récemment, les niveaux de référence de l'acrylamide dans les produits industriels ont encore été abaissés. La présence d'acrylamide n'est pas nouveau. Des efforts ont déjà été réalisés par les industriels qui, manifestement, faisaient n'importe quoi avant. Voyez donc tout de même avec ce graphique qu'une baisse significative existe. Les aliments pour nourrissons, principalement les biscottes, les biscuits mais aussi les céréales pour nourrissons, sont la source la plus importante d'exposition pour les enfants en bas âge. C'est cela qui inquiète aussi beaucoup. Les enfants sont le groupe d'âge le plus exposé aussi proportionnellement à leur poids corporel. Petit graphique ici pour illustrer cela, en rapport avec l'étude EAT2 de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire. Vous avez ici les aliments les plus riches en acrylamide, les chips à base de pommes de terre, 954,5 microgrammes par kilogramme de produit, les pommes de terre sautées et frites, 724 microgrammes, et autres biscuits salés apéritifs, 697 microgrammes. Vous voyez comme moi, ce qui inquiète est le taux d'exposition des enfants par rapport aux adultes. Vous pouvez comparer tous les chiffres en mettant sur pause. Les chiffres les plus importants ici sont représentés dans les colonnes teneur moyenne et contribution. En statistique descriptive, le 95e centile est la valeur telle que 95% des valeurs mesurées sont en dessous et 5% sont au-dessus. En 2015, le FSA a tout de même publié sa première évaluation complète des risques associés à l'acrylamide dans les aliments et les experts ont conclu qu'il augmente potentiellement le risque de développement d'un cancer pour les consommateurs de tous les groupes d'âge. Le FSA est un organisme européen très sérieux qui fournit des avis scientifiques indépendants pour les risques alimentaires et estime le degré d'exposition des consommateurs à ce contaminant. Donc oui, il faut être vigilant à sa consommation. Une nouvelle réglementation a été mise en place en avril 2018, tout récemment pour les industriels. Comment se forme l'acrylamide ? L'acrylamide se forme naturellement lorsque certains aliments riches en glucides ou amidon sont frits, cuits au four ou torréfiés à température élevée et en présence de protéines, principalement l'asparagine. Plus précisément, l'acrylamide se forme à des températures supérieures à 120 degrés.
Le taux d'acrylamide est directement lié au degré de brunissement des aliments. De ce fait, certains pays formulent la recommandation suivante aux consommateurs: ne pas brûler, mais faire légèrement dorer. C'est la réaction chimique entre glucides et protéines qui fait dorer les aliments et affecte leur saveur. On appelle cela la réaction de Maillard. La formation d'acrylamide augmente rapidement lorsque l'humidité est inférieure à 5%. La quantité d'acrylamide formée dépend donc de la recette, du temps et de la température de cuisson, des conditions de cuisson comme le toastage, grillage, extrusion, et de la quantité d'asparagine et de sucre réducteur dans les matières premières. C'est donc ce que doivent contrôler les industriels notamment. Pourquoi tout ce remue-ménage autour de l'acrylamide et est-ce vraiment dangereux pour la santé? Petite page historique très rapide si vous le voulez bien. En 1994, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'acrylamide comme agent cancérogène avéré pour l'animal et probablement cancérogène pour l'homme, faisant partie du groupe de A. L'acrylamide a été détecté pour la première fois en avril 2002 dans plusieurs types d'aliments cuits. Depuis cette détection, le comité mixte FAO-OMS d'experts sur les additifs alimentaires a conclu en 2005 que l'acrylamide pouvait constituer un risque pour la santé humaine. Vous allez me dire pourquoi j'ai cité la date de 1994 alors qu'on ne l'a détecté dans les aliments pour la première fois qu'en 2002, car je m'étais posé aussi la question. C'est parce que l'acrylamide est utilisé en milieu professionnel depuis de nombreuses années, depuis les années 50. On contrôle donc le niveau d'exposition des personnes exposées à ce genre de substance. Et il est aussi présent dans la fumée de tabac. Entre 2011 et 2012, une enquête menée par le FSA sur certains produits contributeurs d'acrylamide a montré que 12 aliments sur 157 échantillons testés présentaient une teneur en acrylamide supérieure aux valeurs guides, c'est-à-dire les valeurs autorisées. Voici ici le descriptif pour les frites, les chips, les céréales, les biscuits sucrés et les aliments pour bébés. Suite à cela, une nouvelle recommandation a été adoptée le 8 novembre 2013 et également tout récemment en avril 2018. L'utilisation de la marge d'exposition constitue un outil d'aide de gestion de risque pour définir les éventuelles actions nécessaires afin de maintenir l'exposition à ce genre de substance à un niveau aussi bas que possible. Ça semble normal. C'est un indicateur qui a été positionné comme ça. Concernant les substances génotoxiques et cancérogènes, les experts de l'EFSA ont stipulé qu'une marge d'exposition de 10 000 ou plus est peu préoccupante pour la santé humaine. Pour l'acrylamide, les marges d'exposition en matière de cancer varient de 425 pour les consommateurs adultes moyens à 50 pour les enfants en bas âge, avec une consommation élevée. Ces données confirment donc une préoccupation pour la santé publique, puisqu'on est bien en deçà de cette valeur de 10 000. Comment réduire? Il faudrait varier les modes de cuisson et trouver un meilleur équilibre entre cuisson à l'eau, la cuisson à la vapeur et les fritures. Une alimentation équilibrée diminue globalement l'exposition à des risques alimentaires potentiels et en consommant une large variété d'aliments et en combinant évidemment viande, poisson, légumes et fruits. Quelques exemples et recommandations, notamment pour la pomme de terre. Le stockage des pommes de terre à des températures inférieures à 8 degrés augmente les niveaux de sucre dans les pommes de terre, ce qui engendre potentiellement les niveaux d'acrylamide plus élevés suite à la cuisson. Il faut donc utiliser de préférence des pommes de terre aussi fraîches que possible. Les pommes de terre conservées depuis longtemps sont effectivement plus riches en sucre. Le stockage de pommes de terre a également une influence importante. Le taux d'acrylamide est plus bas en été, sera plus bas en été et plus élevé en hiver, du fait de la durée de stockage des pommes de terre. Le fait de tremper les tranches de pommes de terre dans de l'eau
ou dans une solution d'acide citrique côté industriel peut permettre de réduire aussi les niveaux d'acrylamide dans les chips jusqu'à 40% ou 75% respectivement. Pour les friteuses à air chaud produisent 30 à 40% de plus d'acrylamide que les friteuses conventionnelles à huile. Ce sont les températures en fait qui augmentent les niveaux d'acrylamide dans les frites plus que le temps de cuisson. Frire au-dessus de 175 degrés peut fortement augmenter les niveaux d'acrylamide. Dans l'étude EAT, des contrôles dans les chips à base de pommes de terre dépassaient de 34 fois les recommandations de la Commission européenne de 2013. Valeur indicative pour les pommes chips produites à partir de pommes de terre qui était de 1000 microgrammes par kilo. Si vous aimez les pommes frites croustillantes et brunes ou d'autres produits à base de pommes de terre frites, eh bien cela peut augmenter l'exposition alimentaire moyenne de 64% et pour les gros consommateurs de 80%. Les produits frits à base de pâte de pommes de terre, y compris les chips et snacks salés, contenaient généralement 20% de moins d'acrylamide que ceux fabriqués à base de pommes de terre fraîches. Si vous aimez le pain grillé, la teneur en acrylamide peut augmenter de 31 microgrammes par kilo à 118 microgrammes par kilo en fonction du type de pain et de la température du grille-pain. Non négligeable tout de même. Les succédanés de café à base de chicorée contiennent généralement en moyenne 6 fois plus d'acrylamide que les succédanés de café à base de céréales. Il est prévu de remplacer la dernière recommandation par une nouvelle sur la surveillance de l'acrylamide dans les aliments non couverts par le règlement, tels que les chips végétales, comme les chips à la betterave par exemple, les noix grillées, les graines oléagineuses grillées, les fruits secs, certains produits de boulangerie et certains produits céréaliers, qui ne faisaient donc pas partie de l'étude EAT. Tout cela pour élargir le champ de contrôle bien sûr, afin de protéger le consommateur. Le règlement de l'Union européenne 2017-2158, publié au journal officiel de l'Union européenne, impose aux exploitants du secteur alimentaire de mettre en place les mesures d'atténuation de la présence d'acrylamide, adaptées à la taille et à la nature de leur établissement. Date d'application est au 11 avril 2018. Des contrôles sont-ils envisagés? Oui. Ces contrôles sont intégrés dans l'enquête annuelle de la DGCCRF relative à la contamination des denrées alimentaires par les substances néoformées telles que l'acrylamide et l'élimination de l'acrylamide dans l'organisme, vous allez me dire. 60% de la dose d'acrylamide ingérée se retrouve dans les urines au bout de 24 heures. Le devenir des 40% restants de la dose initiale n'a pas encore été élucidé. Il entrerait en interaction avec l'ADN et les protéines. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire. En petite conclusion, je dirais que je n'ai pas parlé de la cuisson au barbecue, qui fait également partie de l'étude EAT2, mais sachez que le risque pour la cuisson au barbecue n'est pas nul. Cuire en contact direct avec la flamme ou à la braise noircit l'aliment et forme des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, qui favorisent l'apparition de certains cancers. Cancer du côlon, colorectal, et on peut générer par ce type de cuisson des niveaux plus faibles d'acrylamide. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos suivront. Petite présentation ultra rapide de l'ANIA. L'Association nationale des industries alimentaires représente les entreprises alimentaires françaises, grands leaders mondiaux et 98% de TPE et PME. L'ANIA met son expertise au service des entreprises afin de les accompagner vers une alimentation toujours plus saine pour nous, plus sûre, durable et accessible à tous. Suivant de très près tous les sujets en lien avec la qualité et la sécurité alimentaire, la nutrition,
l'information du consommateur et les développements durables, l'ANIA porte les engagements des entreprises alimentaires. Très bien pour le consommateur tout cela. En théorie, l'ANIA collabore avec l'Institut Mérieux Nutriscience. Pour rappel, dans ma précédente vidéo sur le classement des milliardaires français, Alain Mérieux dispose d'une fortune personnelle estimée à 3 milliards d'euros et est en 20e position du classement des milliardaires français.